Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la série The Witcher de Netflix, et plus particulièrement la saison 2 dont le tournage s'est achevé il y a quelques jours. Cette vidéo va être un peu longue car nous allons discuter des romans qui vont être adaptés, des nouveaux personnages qui vont apparaître pour la première fois, et surtout de 5 grosses théories sur ce qui nous attend pour cette seconde saison. Avant toute chose, je vous préviens que cette vidéo va contenir énormément de spoilers. Je vous conseille donc d'arrêter le visionnage si vous ne souhaitez pas être spoilé. À la fin de la première saison, le sorceleur Geralt et son enfant surprise, la princesse Ciri, se sont enfin retrouvés. Suite à la bataille du mont Soden qui opposait les royaumes du Nord à l'empire du Nilfgaard, la magicienne Yennefer, amour du sorceleur, est portée disparue. La saison 2 doit adapter le 3e roman, Le sang des elfes. Dans ce roman, Geralt conduit Ciri à Kaer Morhen, le bastion des sorceleurs de l'école du loup. Durant 1 an et demi, elle suivra un entraînement physique intense, mais sera toujours traumatisée par le massacre de Cintra et le terrifiant cavalier noir. Ses pouvoirs se manifestent sous forme de transe, et les sorceleurs sont impuissants pour l'aider. Geralt fait appel à Triss Merigold, qui leur explique que Ciri est une source, une sorte de transmetteur qui capte l'énergie sans la maîtriser. Elle doit absolument apprendre à contrôler ses pouvoirs, car elle peut devenir dangereuse pour son entourage, mais surtout pour elle-même. Triss admet ses limites, et incite Geralt à demander l'aide de Yennefer. Ils conviennent que Ciri ira au temple de Melitele, à Elander, afin de suivre une éducation normale auprès de la mère Nenneke, que Geralt connaît depuis des années. Yennefer rejoint Ciri à Elander, et les débuts sont difficiles entre les deux femmes. Mais au bout de plusieurs mois, leur relation se développe jusqu'à devenir celle d'une mère et de sa fille. Pendant ce temps, Geralt apprend qu'un dangereux mage est prêt à tout pour retrouver Ciri. En menant l'enquête, nous découvrons que la jeune fille est d'ascendance elfique et porteuse d'immenses pouvoirs. Au même moment, les monarques du Nord se réunissent en secret pour planifier une attaque contre Nilfgaard afin de leur reprendre le royaume de Cintra. Ils apprennent également que la petite fille de la reine Calante, Ciri, a survécu et que quelqu'un met tout en œuvre pour la retrouver. Ils réalisent que si l'empereur de Nilfgaard la retrouve avant eux et l'épouse, il deviendra le souverain légitime de Cintra, et il leur sera d'autant plus difficile de le repousser. Ciri doit donc mourir. Outre ce 3e roman, certains éléments du 4e tome vont être abordés dans cette nouvelle saison. Je vais vous en parler plus en détail en vous présentant le casting. Cette nouvelle saison va introduire énormément de nouveaux personnages des romans, ainsi que des personnages originaux créés par les scénaristes. Attaquons tout d'abord ceux que tout le monde attendait avec impatience, les sorceleurs de l'école du loup. Vésémir est apparu dans la première saison sans vraiment apparaître, dans l'épisode 8, lors des hallucinations de Geralt. Vésémir est certainement le plus vieux sorceleur qui existe, et Geralt le considère comme son père adoptif. Ancien maître d'armes de l'école du loup, il a connu le massacre de Kaer Morhen il y a de cela un demi-siècle, et il a vu le déclin de leurs semblables. Eskel est le compagnon d'armes de Geralt, ils ont grandi ensemble et ont suivi le même entraînement. C'est un sorceleur calme et posé, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Geralt, si ce n'est son visage défiguré par une horrible cicatrice. Sévère et ironique, Lambert est le second compagnon d'armes de Geralt. Le sorceleur Cohen vient de Kovir, au nord du continent. Étant le plus jeune des sorceleurs, il se lie quelque peu d'amitié avec Ciri et participe à son entraînement. Passons maintenant aux mages et surtout celles que beaucoup de fans des jeux et des livres avaient hâte de voir, à savoir Philippa Eilhart. Cette puissante et redoutable magicienne est la conseillère du roi Vizimir de Redanie. Elle aidera Geralt à enquêter sur le mage qui poursuit Ciri. Francesca Findabair est une magicienne elfe, considérée comme la plus belle femme du monde. Elle est une des membres du chapitre, la plus haute autorité des magiciens. Rience est un dangereux mage qui ne recule devant rien pour retrouver la princesse de Cintra. Il semble cependant agir sur les ordres d'un mage bien plus puissant. La discrète magicienne Lydia van Bredevoort est un peintre talentueux, mais surtout l'assistante personnelle du magicien Vilgefortz de Roggeveen. Et maintenant, un peu d'histoire avec ces 3 femmes légendaires. Iclin était une célèbre devineresse elfe, auteure de la fameuse prophétie Enitlin Espeth, qui prédisait la fin de la civilisation, l'annonce de l'extermination, de la destruction et du retour à la barbarie,
qui devait se réaliser en même temps que descendraient des blocs de glace flottants depuis la frontière du glacier éternel. Laradoren est l'ancêtre de Ciri, une magicienne elfe érudite qui s'est pris d'un mage humain nommé Cregennan. Leur amour fut perçu comme une trahison de part et d'autre, et la grossesse de Lara mit le feu aux poudres. Cregennan fut assassinée, et la magicienne, poursuivie par des assassins, mourut en mettant au monde son enfant, une fille nommée Rhiannon. Le bébé fut recueilli et élevé par Sero et Vridank, les souverains de Redanie. Falka était la fille du roi Vridank de Redanie, issue d'un premier mariage, et fut répudiée ainsi que sa mère lorsque le roi rencontra celle qui deviendrait la future reine Sero. Des années plus tard, Falka provoqua un soulèvement qui se transforma en une terrible guerre paysanne où de nombreux massacres furent commis. Elle mourut condamnée au bûcher et resta dans les mémoires comme un démon sanglant. Passons maintenant aux monarques qui vont prendre dès à présent une importance considérable dans le récit. Le roi Vizimir de Redanie est un souverain puissant et respecté, qui se livre depuis des années à une guerre territoriale avec le roi Foltest de Témérie, le royaume voisin. Dans les romans, c'est grâce à son appel que les guerriers des royaumes du Nord se rassemblent et s'unissent pour faire face à l'envahisseur nilfgaardien, notamment lors de la mémorable bataille de Soden. Le roi en celte de Kaedwen est un monarque belliqueux, en conflit avec son voisin Edirn, dont il revendique une partie des terres. La reine Meb de Lyrie et de Rivie est une redoutable guerrière. Après la mort de la reine Calante de Cintra, sa distante cousine, elle est la seule femme gouvernant un royaume du Nord. Le temple de Melitele est situé à Elander, dans le royaume de Témérie. Il est dirigé par la mère Nénéké, qui connaît Géralt depuis de longues années, ainsi que Yennefer et Jaskier. C'est une prêtresse sévère mais maternelle, et son savoir des potions et des élixirs est renommé. Elle gère l'éducation de plusieurs dizaines de jeunes filles au sein de son temple. Jar est un jeune garçon de 16 ans qui étudie au temple sous la tutelle de Nénéké afin de devenir prêtre ou historien. Il est présent lorsque Ciri suit ses études au temple et tombe amoureux d'elle. À présent, attaquons une catégorie que j'aime beaucoup car elle nous promet beaucoup de rebondissements. Sigismund Dijkstra est un personnage fascinant dans les romans. Chef des services secrets du royaume de Redanie, il est très proche de la magicienne Philippa Eilhart, avec qui il collabore régulièrement. Décrit comme un géant à l'embonpoint prononcé, il possède cependant une vive intelligence et un sens de l'humour similaire à celui de Geralt. Codringer et Fenn apparaissent normalement dans le 4e roman, Le Temps du Mépris. Basé à Dorian, dans le royaume de Témérie, ils forment un duo d'avocats détectives, usant de moyens pourtant en dehors de toute légalité pour régler les problèmes de leurs clients. Geralt les embauche pour enquêter sur le mage qui traque Ciri. Codringer est décrit comme ayant des yeux semblables à ceux de son chat, jaune olivâtre. Son associé, Fenn, est un nain qui a perdu ses 2 jambes et se déplace en fauteuil roulant. Nous avons eu confirmation il y a peu que la chasse sauvage allait faire une apparition dans cette saison, ce qui a ravi les fans des jeux vidéo. Normalement, elle n'apparaît que dans le 4e roman, donc je suis curieuse de voir comment les scénaristes se sont débrouillés pour nous les présenter, sans trop spoiler les événements futurs. La chasse sauvage, aussi appelée traque sauvage dans les romans, est un cortège de fantômes galopant dans les cieux. Le roi de cette traque se nomme Eredin. Les cavaliers rouges sont décrits comme des spectres, aux orbites en feu et aux armures mangées par la rouille. Ils chevauchent des squelettes de chevaux recouverts de lambeaux. La traque sauvage est redoutée de tous, car elle est non seulement présage de guerre, mais surtout car elle enlève depuis des siècles des humains aux 4 coins du continent, à chacun de ses passages. Parmi toutes les informations dévoilées sur cette future saison, l'adaptation de la nouvelle Un grain de vérité a ravi les fans des romans, moi y compris. Il s'agit de la seconde nouvelle du premier recueil de nouvelles, Le Dernier Vœu. Geralt enquête sur la mort d'un marchand et de sa fille, dont il a trouvé les cadavres à la lisière d'une forêt. Il rencontre un châtelain, nommé Nivellen, changé en monstre comme punition pour ses crimes. Le second personnage de la nouvelle est Verina, une mystérieuse jeune fille dont Nivellen est épris. Certaines sources affirment que cette nouvelle sera sans doute adaptée dans le premier épisode, et que Geralt et Ciri tomberont sur Nivellen lors de leur voyage pour rejoindre Kaer Morhen. Je termine cette partie sur le casting avec les personnages originaux créés par Netflix. Il y en a certes beaucoup,
mais j'ai choisi de me focaliser sur 2 d'entre eux, qui m'intriguent beaucoup sur ce qu'ils vont apporter à cette nouvelle saison. Le premier se nomme Voleth Meir. Elle est décrite comme un démon qui convoite les désirs des humains et s'en sert très certainement pour leur proposer des pactes. Cette description ne manquera pas de faire réagir les joueurs qui ont fait The Witcher 3, et plus précisément la DLC Hearts of Stone. Le personnage ressemble en effet très fortement au mystérieux Gunther de Murray, le maître miroir, auprès duquel Geralt contracte une dette. Le second personnage est appelé Gage, mais il est fort possible qu'il s'agisse d'un nom de code, car il doit être le frère de Francesca Findabair, la magicienne elfe. Dans les romans, il n'est fait aucune mention de la famille de Francesca, qui est âgée de plusieurs siècles, et je suis curieuse de découvrir ce que les scénaristes prévoient de faire avec ce nouveau personnage. Il est possible que Gage fasse partie des Scoia'tael, ces rebelles non-humains regroupés en commando dans les forêts, et qui luttent les armes à la main contre la suprématie humaine. Attention, les 5 théories que je vais aborder maintenant contiennent d'énormes spoilers sur le tournage de la série et surtout sur les événements à venir. Si vous ne souhaitez pas gâcher le plaisir de la découverte de la nouvelle saison, c'est le moment pour vous de quitter cette vidéo. Toutes ces théories proviennent du site Redanian Intelligence, qui a fait un travail incroyable pour glaner toutes les informations et spoilers possibles sur la série. À la fin de la saison 1, après la terrible bataille du mont Soden, Yennefer était introuvable. Des photos promotionnelles ont été publiées par Netflix et nous montrent la magicienne juste après la bataille, les mains entravées par des fers qui sont certainement en dimérite, un métal qui neutralise les pouvoirs magiques. Dans une autre scène, nous voyons Yennefer et Fringilla en compagnie de Filavandrel, le chef des elfes libres de Dol Blatana que nous avions rencontré dans l'épisode 2. Une seconde photo nous montre également Francesca Findabair, la magicienne elfe. Il est donc probable que nos 2 ennemis soient tombés entre les mains des Scoia'tael juste après la bataille de Soden. Cet événement n'existe pas dans les livres, et j'avoue être intriguée par cette théorie et surtout par ce qui va en découler d'un point de vue scénaristique. Cette seconde théorie a été soulevée après que des sources aient rapporté que les scènes de combat ont été tournées dans les ruines qui représentent Kaer Morhen. Outre les sorceleurs que nous connaissons, d'autres ont été castés en tant que personnages originaux. Il est possible que cette bataille soit un flashback, censé montrer le massacre de Kaer Morhen, qui a eu lieu un demi-siècle avant les événements des romans. Le Lechen est une créature redoutable, qui apparaît principalement dans le jeu vidéo The Witcher 3. C'est un esprit de la forêt qui a le pouvoir de la plier à sa volonté. Selon certaines rumeurs, il se peut que nous soyons amenés à rencontrer ce monstre au détour d'un épisode, et que l'affrontement sera lourd de conséquences pour les personnages concernés. Il est plausible que le combat soit mené par des sorceleurs, car ils sont bien les seuls à pouvoir faire face à un monstre pareil. Le site Redanian Intelligence a partagé une théorie à prendre avec de grosses pincettes, et qui concernerait la mort de l'un des sorceleurs de l'école du loup. Une scène tournée avec Geralt et Lambert dévoilerait un loup en train de dévorer un cadavre. Le corps en question serait celui du sorceleur Eskel. C'est un changement drastique comparé au roman où Eskel reste bien en vie, et on peut se demander si sa mort éventuelle ne serait pas liée à la théorie précédente, à savoir l'affrontement avec un Lechen. Une jeune femme a assisté au tournage d'une scène surprenante, au cours de laquelle Yennefer trahirait Ciri, et certainement aussi Geralt. La spectatrice a non seulement pu prendre des clichés des vidéos de cette scène, mais a surtout pu entendre le dialogue suivant. Il semblerait également qu'un groupe de figurants, incarnant des soldats nilfgaardiens, était posé non loin du lieu de tournage, ce qui confirmerait l'hypothèse de la trahison de Yennefer. Je précise qu'un tel événement n'existe pas dans les romans. Il s'agirait donc d'une invention des scénaristes, mais comme nous n'avons pas plus de détails ni le contexte de cette scène, nous ne pouvons faire que des hypothèses. Et voilà, nous avons fait le tour de ce qui nous attend pour la 2e saison de The Witcher. Je n'avais pas caché ma déception par rapport à la saison 1, mais j'espère vraiment que les producteurs auront pris en compte les remarques des spectateurs et des fans afin d'améliorer cette suite. Le tournage étant terminé depuis presque une semaine, il nous faut désormais rester à l'affût pour la sortie du premier trailer. Concernant la date de sortie de la 2e saison, rien n'a encore été annoncé, mais beaucoup de sources affirment qu'elle sortirait à la fin de l'année 2021. La 4e saison de Stranger Things étant prévue pour décembre 2021, il est probable que Netflix choisisse de lancer The Witcher avant, peut-être en octobre, ce qui laisserait aux équipes au moins 6 mois de post-production. Quoi qu'il en soit,
J'attends le premier trailer avec impatience pour voir si les théories que j'ai évoquées ont une chance de se réaliser ou non. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu car cela m'aide énormément. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain décryptage de l'univers du sorceleur. Va fail!